Peut-être certains d'entre vous savez qu'en 2016, la ministre de la Santé de l'époque, Madame Touraine, face aux difficultés rencontrées par la vaccination en France, m'avait demandé de m'occuper d'animer ce qui s'est appelé une conférence citoyenne sur la vaccination. Donc ça m'a amené, il y a maintenant 3 ans bientôt, à m'intéresser de plus près à ce sujet, à y travailler. On a collectivement fait un certain nombre de recommandations et vous savez que certaines d'entre elles ont été prises en compte. Donc du coup, ça peut-être me donne un peu de légitimité pour vous parler de ce sujet qui est, à mon avis, plus sur un plan sociétal que de santé stricto sensu, une thématique importante à considérer sur laquelle il faut réfléchir, mais je vais essayer de la discuter au cours des minutes qui viennent. Je vais commencer par vous faire un tout petit rappel, très bref, ne vous inquiétez pas, sur l'histoire de la vaccination, juste pour resituer le cadre. Vous savez que c'est une affaire assez ancienne, dans l'ère moderne, parce qu'il y a même probablement quelques précédents. Tout commence par Jenner en Grande-Bretagne et la vaccine, donc la protection contre la variole. Et historiquement, bien sûr, l'ère du développement de la théorie microbienne avec Pasteur et aussi en Allemagne Koch et le début des vaccinations par la rage en 1880 a été une étape très importante. Au début du XXe siècle, on a vu apparaître des premiers vaccins qui sont encore aujourd'hui utilisés, quasiment tels quels. Le BCG, même s'il a perdu un peu, à juste titre, de sa popularité. La vaccination par la natoxine contre la diphtérie et le tétanos, qui ont gardé toute leur actualité. Et, ça me semble un élément important à rappeler compte tenu des polémiques franco-françaises, le fait que depuis 1926, ça fait maintenant bientôt 100 ans, pas encore tout à fait, mais presque, que l'on utilise pour certains vaccins, ceux qui sont sous forme de protéines, un adjuvant à base de sel d'aluminium, que certains critiquent, mais qui est quand même utilisé depuis 90 ans avec des milliards de personnes dans le monde qui l'ont reçu de façon sans souci. Et puis après la guerre, la vaccination contre la poliomyélite, évidemment, qui était une étape extrêmement importante, la coqueluche, la grippe, plus près de nous, le développement de vaccins multivalents, et aujourd'hui on en est pour les bébés au vaccin hexavalent, la rougeole en 1986, l'hépatite B, encore une étape très importante en 87, et plus près de nous encore, développement de vaccination contre les méningites bactériennes, et enfin contre le papillomavirus, qui est un sujet d'actualité au moins en France. En bleu sont indiquées les vaccinations qui sont aujourd'hui obligatoires pour les nourrissons, j'y reviendrai. Les dates correspondent au moment où cette vaccination a été rendue obligatoire. Vous voyez que pour la diphtérie et tétanos, c'était avant la guerre. Voilà pour ce petit rappel. Encore un autre principe que vous connaissez, mais que je me permets de rappeler parce qu'il est juste fondamental dans toute possibilité de réflexion en termes de santé publique et de décision politique, et que la vaccination est un acte de solidarité. En vaccinant, si possible, idéalement 95% de la population, on arriverait à faire disparaître un certain nombre de maladies et on protégerait ceux qui, pour une raison ou une autre, ne le sont pas par la vaccination, les personnes non vaccinées, dont les personnes en situation précaire qui éventuellement n'ont pas accès à la vaccination. Comme vous le savez, les petits nourrissons, avant le moment où ils sont vaccinés, sont très fragiles à l'égard au moins de la coqueluche et des méningites. Les personnes immunodéficientes chez lesquelles la vaccination est soit inefficace, soit dangereuse, lorsqu'il s'agit de vaccins vivants. Et comme vous le savez, ça représente une fraction non négligeable de la population que nous devons protéger. Et de la même façon, les personnes âgées ou très âgées, chez lesquelles malheureusement la vaccination devient moins efficace. Et évidemment, on peut penser à la grippe et peut-être encore plus d'une certaine façon, moins indirectement aux pneumocoques. Donc la vaccination ne peut reposer sur un principe qui, par ailleurs, a toute sa valeur, qui est celle d'un choix individuel en termes de décision. Rappel enfin sur fond d'une affiche diffusée en Chine en 1952 pour promouvoir la vaccination. C'est probablement la vaccination est historiquement la plus grande avancée de la médecine. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 2,5 millions de vies, c'est évidemment une estimation, sont sauvées chaque année grâce à la pratique de la vaccination, que la variole, bien sûr, a été éradiquée, et qu'en France, au moins, 2 maladies infectieuses ont disparu, ce sont la diphtérie et la poliomyélite. Mais on doit pouvoir faire beaucoup mieux, et il y a plein d'éléments qui l'indiquent. À l'échelle mondiale, j'ai extrait ce graphique d'un très joli travail de santé publique publié récemment dans le Lancet, qui montre la mortalité liée, pardon, à la faute dans le titre, à la mauvaise qualité aux défauts de soins. C'est pas là, il faut séparer. Ici, ce sont des décès et l'estimation de décès qui serait évitable si la qualité des soins ou si les soins étaient pratiqués. Donc c'est indépendant des mesures de santé publique, ce qui évidemment pour la vaccination compte beaucoup. Mais même si on se contente de la mauvaise qualité ou le défaut de soins, vous voyez que la vaccination apparaît à un niveau, pas en première position, mais à 7e, 8e position parmi les causes de décès évitables.
Ça représente 300 000 décès évitables par an, auxquels il faut ajouter ceux qui sont liés à des défaillances des politiques de santé publique des différents pays. En France, et vous le savez probablement, même pas probablement, sûrement mieux que moi, il y a toute une série de pathologies auxquelles vous êtes encore confrontés dans vos services de réanimation et qui pourraient être prévenues par une vaccination mieux assurée. J'énumère purpura fulminans, grippe sévère, les infections pneumococciques sévères, le tétanos et quelques cas de temps en temps mortels, les insuffisances hépatiques fulminantes parfois après hépatite virale, sans parler évidemment des cancers, mais pas dans le contexte de la réanimation, les coqueluches des tout petits nourrissons, les rougeoles graves des immunodéprimés et quelques autres pathologies. Donc je pense que ce constat amène à s'interroger pourquoi. Et le pourquoi est simple, factuellement, c'est que la couverture vaccinale en France, même si elle n'est pas catastrophique, elle est globalement insuffisante. Quelques données, pour l'instant, se situent à 2016, parce qu'on verra les évolutions, concernant la vaccination contre le méningocoque C, qui est recommandée depuis une dizaine d'années en France. Vous voyez que le taux de couverture vaccinale est insuffisant, seulement 71% à 2 ans, et il s'effondre parce qu'il n'y a pas eu de rattrapage dans les âges supérieurs. Ce qui fait qu'en France, il y a environ 110 cas de méningite à méningocoque C chaque année, dont 10 à 20% sont mortels, et vous savez aussi que beaucoup provoquent des séquelles extrêmement graves. Si j'évoque la rougeole avec rubéole et oreillon, le taux de couverture vaccinale pour ce vaccin, la deuxième dose qui doit être donnée avant l'âge de 2 ans, était de 79% il y a 2 ans, ce qui est loin de l'objectif des 95%. La conséquence, c'est qu'il y a des épidémies de rougeole. Il y en a eu une importante en France entre 2008 et 2012, au moins 25 000 cas, ce sont les cas déclarés, 5 000 hospitalisations, 1500 pneumonies, 31 encéphalites, 20 décès, dont quelques-uns chez des sujets immunodéprimés, donc qui ont été victimes d'un défaut de vaccination de leur entourage. Et vous savez certainement, vous avez dû être confronté de temps en temps, qu'en 2018, il y a eu une nouvelle épidémie en France, un peu plus de 2500 cas, 3 décès, à nouveau pour les mêmes raisons. Et il est frappant d'observer, ça c'est pour l'épidémie 2010-2011, qu'il y a une corrélation inverse, c'est du bon sens, mais c'est bien de le rappeler, entre la distribution de l'incidence de la rougeole à gauche, en bleu, plus c'est sombre, plus il y a de cas, et la couverture vaccinale, plus c'est clair, plus c'est jaune, moins il y a de vaccination. Et vous voyez que les données sont inversement corrélées, qui démontrent, si tant est qu'il se soit encore besoin de le faire, l'importance de la vaccination. Hépatite B, les choses vont s'améliorer pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure, mais aujourd'hui la situation n'est pas bonne puisque à l'adolescence, seulement 43% des Français sont vaccinés contre l'hépatite B, ce qui est évidemment très insuffisant, et qu'il y a encore à peu près 1200 cas de décès liés au virus de l'hépatite B en France chaque année, essentiellement par cirrhose et cancer. Papillomavirus, donc la cause des cancers du col de l'utérus et de quelques autres cancers, situation également très déplorable, la plus déplorable. On peut dire qu'aujourd'hui c'est un échec de la vaccination en France, une espèce de refus de celle-ci, puisqu'en 2016, le taux de couverture pour les jeunes filles, puisque ce vaccin jusque-là est préconisé pour les jeunes filles, est seulement de 16% quand il est de plus de 80% par exemple en Grande-Bretagne. Ce qui veut dire que parmi les 3000 cas de cancer du col de l'utérus en France, dont environ un tiers sont mortels, plus de 90% par les vaccins existants aujourd'hui qui couvrent 9 souches d'HPV pourraient être prévenus, ce qui n'est pas le cas donc dans le contexte français. Alors pourquoi cette couverture vaccinale insuffisante? Je n'ai pas été exhaustif, mais un certain nombre d'exemples. C'est qu'il existe, vous le savez, une certaine défiance de la population, mais aussi des professionnels de santé à l'égard de la vaccination. Les enquêtes régulières effectuées par l'Agence Santé publique France montrent cela. Par exemple, 25% des Français en 2016 doutent de leur sécurité et de leur efficacité. C'est montré sur ce diagramme qui montre l'évolution de ce baromètre entre 2000 et 2016. Donc en rouge, très rouge, c'est les personnes qui ne sont pas du tout favorables à la vaccination. En mauve, rose, je ne sais pas, plutôt pas favorables. Et bleu, plus ou moins clair, les gens qui sont favorables. Vous voyez qu'il y a une tendance, je reviendrai sur l'exception 2010, mais mettez la colonne 2010 un instant entre parenthèses. Entre 2000 et 2016, la situation s'est détériorée puisqu'on est passé environ de 8% d'opinion plutôt défavorable à la vaccination à 25%. Donc une tendance très inquiétante, avec un pic en 2010, qui probablement d'ailleurs a eu un effet rémanent lié à la mauvaise gestion de l'épidémie de grippe H1N1. Mais ce n'est pas uniquement la population, ce sont aussi les professionnels de santé. Par exemple, dans des enquêtes successives, on s'aperçoit qu'environ 15% des médecins n'insisteraient pas sur l'importance de la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio, uniquement cela, sans parler du reste, s'il n'y avait plus eu d'obligation vaccinale. C'est quand même un tout petit peu inquiétant.
Et la même question posée aux parents en âge d'avoir des enfants, entre 20 et 40 ans, disons à peu près, 13% des parents en 2016 répondent qu'ils n'auraient pas fait vacciner leurs enfants contre DTP si l'obligation vaccinale avait été levée. Vous avez exactement le camembert qui montre ces chiffres ici. Et vous voyez même qu'il y en a encore 31% qui probablement accepteraient la vaccination, mais ne sont pas complètement certains. Donc une situation évidemment un peu inquiétante. Il faut néanmoins rappeler des chiffres qui ont leur importance et qui ont eu un effet sur les décisions politiques prises par Mme Buzyn il y a maintenant un peu 2 ans. C'est que un an et demi, le taux de couverture à l'égard des vaccins obligatoires et ceux qui y sont associés, dans le vaccin hexavalent, avec une petite exception pour l'hépatite B, pour les raisons que vous connaissez, sont bons, plus de 95%. Là, je parle de la situation d'il y a 2 ans. Alors que pour les autres vaccins, je l'ai déjà évoqué, le ROR, méningococcé, on est plutôt dans le 70-80%. Donc, il montre que l'obligation, au moins dans le passé, a fonctionné, même si c'était pour un nombre faible de valences vaccinales. Et enfin, c'est clair que les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a une confusion dans la population entre le concept de recommandation vaccinale, ce qui était la situation jusqu'à peu, et le caractère facultatif. Si c'est juste recommandé, c'est que c'est peut-être pas si important. Alors, donc globalement, en France, on est victime du vaccine paradoxe, c'est-à-dire la disparition de maladies, la méconnaissance des maladies infectieuses graves, et par ailleurs une certaine surestimation des risques. Et à nouveau, en France, particulièrement la polémique à propos des risques putatifs des adjuvants aluminiques fait que la balance, malheureusement, n'est pas aussi favorable qu'elle devrait être, alors que, par exemple, chez nos voisins, qui pourtant aussi ont subi des polémiques dans le passé, ici l'exemple de la Grande-Bretagne, si vous voyez, lisez le petit poster en bas à gauche de la diapositive, on a une situation beaucoup plus favorable. Par exemple, le poster qui est en bas à gauche indique en 2016, 94% de la population adhérait à la vaccination, contre 75% en France. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'analyser cet état de fait ? Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les diapositives suivantes. Le premier point que vous connaissez tous, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous vivons dans les fausses nouvelles, et il s'avère que le domaine de la santé étant largement en tête, bien avant la politique en fait, sur la diffusion de fausses nouvelles, que ceci n'est pas nouveau. Jenner, dès 1796, quand il a commencé à vacciner, a été l'objet de polémiques, y compris d'attaques extrêmement violentes. Il y a même d'ailleurs eu, dans d'autres circonstances, historiquement, des violences physiques, y compris des assassinats de personnes vaccinant, pas si longtemps que ça encore au Pakistan ou au Nigeria. Et ça, c'est loin de la situation de la France, heureusement. Et les polémiques ont reçu une forme de caisse de résonance par le développement des réseaux sociaux depuis 20 à 30 ans. Et que ces polémiques tournent autour, je l'ai déjà évoqué, des effets indésirables putatifs non avérés, clairement les adjuvants aluminiques en France, leur éventuelle inefficacité, voire par exemple le fait que la vaccination pourrait déprimer l'immunité des nourrissons. Donc de ce fait, il est important d'aller un peu plus loin et d'essayer d'analyser l'origine de ces fausses nouvelles. Alors, il y en a un certain nombre, mais avant, je voudrais juste vous illustrer mes propos par des exemples de tweets, dont un est assez célèbre, c'est Donald Trump. Avant qu'il soit président de la République, depuis, il est un peu moins violent à l'égard de la vaccination, mais je pense que, pas sûr que la situation ait vraiment changé dans sa tête. Vous voyez, vous pouvez lire « Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes autism ». Autrement dit, il reprend cette vieille prétention fausse de lien entre vaccination par le trivalent rougeole, oreillon, rubéole et la survenue de l'autisme. Et ce qui crée évidemment des soucis aux États-Unis. Plus près de nous, j'ai repris le titre de cet article qui a été publié récemment dans l'American Journal of Public Health, qui montre des manipulations venant des Russes, en cherchant à créer le trouble sur la vaccination, parmi d'autres facteurs, à travers des tweets et la façon de connecter la diffusion de tweets vers les États-Unis, ce qui est tout à fait étonnant. Ce travail est extrêmement sérieux et montre comment la vaccination peut être instrumentalisée en fait dans des campagnes d'une forme de désorganisation sociétale. Alors l'analyse des origines des fausses nouvelles, il y en a un certain nombre. La première, elle vient du milieu scientifique et des médecins, je pense qu'il faut battre notre coupe, c'est la mauvaise science. Alors la mauvaise science, elle a deux origines, il y a les gens qui trichent et les gens qui font juste la mauvaise science sans tricher. L'exemple de la tricherie, qui est aujourd'hui bien connu, mais il a fallu du temps pour s'en apercevoir, c'est le médecin britannique Wakefield qui prétend que la vaccination contre la rougeole provoque l'autisme. Il y a 50 études qui montrent que ce n'est pas le cas. Néanmoins, cela persiste encore, pas trop en France, mais en tous les cas aux États-Unis, ça reste un problème. Et puis il y a juste la mauvaise science où il n'y a pas de triche, mais où malheureusement, et je n'ai pas le temps de l'évoquer en détail ici, mais
peut éventuellement l'analyser, où tant les données épidémiologiques qu'expérimentales sont très médiocres, et c'est typiquement le cas de ce qui a été publié autour des adjuvants éliminiques, qui est une spécificité française, puis il n'y a qu'en France que cette discussion a lieu, et encore une fois fondée sur une mauvaise science. Et évidemment, tout ceci est associé à une certaine recherche de notoriété qui est bien humaine, mais qui nuit par la diffusion de ces nouvelles. Un exemple typique de mauvaise science, c'est celui de l'accusation que la mort subite du nourrisson pourrait être liée à la vaccination, qui est l'exemple typique de confusion entre événements concomitants et causalité. Vous avez ici les courbes en bleu du taux de vaccination contre la coqueluche, c'était spécifiquement la coqueluche qui était accusée, et en jaune de mort subite du nourrisson. Comme vous savez, il y a une période où on a proposé de coucher les nourrissons sur le ventre, et il s'est avéré ensuite que cela a été malheureusement source de mort subite, donc on a corrigé le tir, ça se passe vers 1990. Vous voyez donc il y a une croissance parallèle de la vaccination, de l'introduction de la vaccination contre la coqueluche, et des morts subites. Sauf que le jour où on a couché les bébés sur le dos, à nouveau, on a fait régresser considérablement les morts subites, alors que la vaccination contre la coqueluche n'a pas bougé. C'est un exemple caricatural de situations rencontrées dans d'autres circonstances, y compris avec cette histoire de sel aluminique et d'adjuvant, où la confusion, mais même des scientifiques font cette confusion, de bonne foi ou de mauvaise foi, entre cause et concomitance. Ensuite, il peut y avoir des intérêts financiers. Un certain nombre de gens, ils trouvent directement des sources de revenus parce qu'ils écrivent des livres, parce qu'ils vendent des services, y compris être avocats, par exemple, de personnes qui pensent être victimes de la vaccination, ou ils vendent des produits de santé naturelle. Il y a plein d'exemples facilement retrouvables par Internet. Des intérêts idéologiques, je ne vais pas aller trop long, mais il y a des courants naturalistes que je qualifie d'écolo-conservateurs. C'est une vision... C'est un regroupement de concepts qui, théoriquement, ne sont pas forcément liés, mais où un certain mouvement écologique, pas complètement, et un certain conservatisme prône l'immunisation naturelle plutôt que la vaccination. Dans toutes les religions, on trouve des positions extrêmes, dans toutes les religions, sans exception. Il y a des exemples récents d'opposition à la vaccination pour telle ou telle raison. Et puis, un autre courant qui n'est pas négligeable et qui diffuse des informations négatives, ce sont les personnes qui sont, par principe, hostiles à l'industrie pharmaceutique. Je passe au-delà de critiques possibles. Il y a enfin, et ce n'est pas négligeable, pas qu'en France, mais en France en particulier, une instrumentalisation politique de la querelle sur la vaccination. Certains politiques pensent que c'est bien de soutenir une cause entre guillemets populaire. Et par exemple, au moment de la dernière campagne présidentielle, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan se sont exprimés violemment contre la vaccination. Michèle Rivasi, qui est une sénatrice européenne des Verts, de façon continue est très hostile à la vaccination. Et Ruffin, qui est député donc, de France Insoumise, vous voyez qu'on va de tous les extrêmes politique, aussi s'est exprimé très négativement sur la vaccination. Trump, j'en ai déjà parlé, et en Italie, ça a pris des proportions importantes, où la coalition qui est au pouvoir aujourd'hui, entre la Liga et les Cinque Stelle, sont peut-être en train de faire marche arrière, mais ils avaient envisagé de stopper la vaccination obligatoire telle qu'elle a été mise en place avec succès par le gouvernement italien précédent. Donc c'est une situation qui ne favorise pas le développement de la vaccination. Et enfin, ce qui est plus délicat, c'est l'intérêt de reconnaissance victimaire face à une pathologie incomprise ou méconnue. Donc ce sont des patients qui souffrent réellement. On peut penser à des patients qui ont des scléroses en plaques et qui sont persuadés que c'est par la vaccination par l'hépatite B que leur sclérose en plaques est survenue. Donc on sait que ce lien aujourd'hui n'est pas démontré, donc il est probablement inexact. Donc c'est une vraie souffrance, mais qui oriente ensuite vers des mouvements d'opinion, des prises de position qui sont défavorables à la vaccination. Ces origines ensuite sont émises par évidemment un certain nombre de canaux et sont reçues. Et là aussi, ce n'est pas inintéressant de s'y arrêter un instant. Et un travail de recherche effectué par des sociologues français de Marseille en 2014 montrait qu'à l'époque, il y avait 17 sites sur Internet en langue française défavorables à la vaccination. Ce n'est pas négligeable. Évidemment, le développement de Facebook et des tweets, j'en ai déjà parlé, a repris cela largement. Les médias, rarement par idéologie, mais plus par principe de fausse équité ou de faire, entre guillemets, du buzz, en opposant un pour et un contre, considérant que la vaccination, c'est une affaire d'opinion et pas une affaire scientifique, ont joué un rôle, à mon avis, assez défavorable, au moins pendant un certain temps. Et il faut savoir que la communication contre les vaccinations, ou émettant des doutes sur la vaccination, est très souvent faite avec une très bonne qualité, ce qui évidemment en renforce la capacité, et qu'en face, les récepteurs sont des personnes insuffisamment informées, des enquêtes d'opinion le montrent très très largement, qui ont, pour des raisons plus ou moins bonnes,
mais parfois bonnes, perdu confiance dans les pouvoirs publics, donc n'écoutent plus la parole émanant des pouvoirs publics, et qui sont attirés en petits groupes par être confortés dans leurs opinions d'une forme de pensée magique rassurante, ce qui sont des psychologues connaissent bien ce phénomène. Et on est dans un contexte, là j'ai repris une phrase écrite récemment par un philosophe, Francis Wolff, qui travaille à l'École normale supérieure, qui est un contexte général français, qui est le progressisme est en baisse à la bourse des idées et un soupçon général pèse sur les sciences. Et je pense que cela s'applique assez bien à la vaccination en France. Et le terrain, le contexte justement est plutôt favorable, malheureusement, parce qu'il y a eu des crises autour des vaccinations. Je ne vais pas reprendre les détails, mais vous le savez certainement. Donc l'alerte, finalement non fondée, mais alerte qui était légitime à l'époque, en 93, sur un lien possible entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques. Je rappelle que ce lien n'est pas fondé. La mauvaise gestion de l'épidémie de grippe H1N1 avec les vaccinations par les militaires, etc., l'exclusion des médecins n'a pas aidé à établir une confiance. Le contexte des scandales sanitaires, c'est évident, je passe. Une montée d'une revendication qui, par ailleurs, est parfaitement respectable, mais qui ne s'applique, on l'a vu au tout début, pas bien à la vaccination, qui est la volonté au moins d'un certain nombre d'entre nous, en tant que citoyens, de vouloir prendre ces décisions en toute connaissance de cause par soi-même et non pas dictées par les autres. D'une manière générale, la faiblesse de la culture de prévention en santé en France, si on compare aux pays du Nord, on est malheureusement en retard. Ça, c'est un point, à mon avis, assez important. C'est du fait de la quasi-disparition de la médecine scolaire, l'effondrement de la pratique de la vaccination à l'école, contrairement à ce qui se passe dans des pays voisins. Et jusqu'en 2016, face à toutes les attaques qu'on a évoquées, un silence des autorités qui était assourdissant. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer d'envisager de faire? Un certain nombre de points ici sont évoqués, non exhaustifs. Écouter, ça c'est absolument essentiel. Il faut une attitude vraiment d'écoute des questions que les gens se posent. Très peu sont vraiment hostiles. La grande majorité des gens hésitent. Et il est important d'écouter, d'expliquer, répondre, prendre du temps, ce qui n'est pas toujours facile pour les médecins généralistes ou les infirmiers. S'exprimer sur les réseaux sociaux face donc aux critiques. Ne pas accepter, de mon point de vue, les débats un pour un contre que proposent les médias, qui sont juste une façon de mettre en valeur de façon injustifiée les opposants. Former l'ensemble des soignants à la connaissance et à la pratique de la vaccination, il y a un certain travail à faire. Les mobiliser, et ça, je pense, en partie réalisé, on va le revoir. Simplifier l'acte vaccinal, c'est-à-dire qu'on puisse aller chez son médecin et être vacciné sans avoir besoin de rentrer à la pharmacie et acheter le vaccin, ou se faire vacciner chez le pharmacien, ou être vacciné par un infirmier. Avoir un programme de santé publique à l'échelle nationale dans la durée en faveur de la vaccination et l'école au centre dispositif pour les enfants, c'est absolument essentiel, tant sur un plan d'éducation que de pratique vaccinale. Où on en est aujourd'hui, enfin en 1996, tout est dans le rouge, rien de cela n'existait. À mon avis, aujourd'hui, la situation bouge, il y a beaucoup d'orange, c'est-à-dire que les choses commencent un peu à se mettre en place. Un programme de santé publique dans la durée, à mon avis, même si on peut en critiquer, discuter certains points, a été mis en place par la ministre Madame Buzyn. Et par contre, malheureusement, rien n'a bougé autour de l'école. Et ça, pour l'avenir, si ça ne se fait pas, je pense que cela posera des problèmes. Dans ce contexte, comme vous le savez, donc, il a été décidé pour les vaccinations des nourrissons, avant 2 ans, que les 11 valences qui étaient soit obligatoires, soit recommandées, soient toutes obligatoires, ce qui est le cas depuis le 1er janvier 2018. Donc une décision qui avait été prise donc, sur la recommandation de la concertation citoyenne sur la vaccination et qui a été prise devant la couverture vaccinale insuffisante, la crainte de voir, compte tenu de la défiance croissante, de voir la vaccination encore diminuer et non, au nom évidemment de la défense de la collectivité et en particulier des plus vulnérables. Il faut dire que depuis que cela est en place, on n'a pas observé de réaction d'hostilité majeure. Évidemment, il y a des critiques, contrairement aux craintes qui avaient parfois été exprimées, et des résultats préliminaires que je vais brièvement vous montrer, qui sont plutôt encourageants, même s'il faut être encore très prudent, parce que le recul est faible. Un communiqué de presse de Santé publique France en septembre dernier montre une évolution favorable. Voici les chiffres. Par exemple, vous avez donc les couvertures vaccinales pour les périodes, vous pouvez lire janvier-mai 2017, 2018. Et vous voyez, par exemple, pour l'hépatite B, on est aujourd'hui, en mai 2018, à 97,8%. Donc, on ne peut pas espérer mieux. C'est un résultat très bon, avec 5 points de gagnés en couverture vaccinale. Pour méningocoque C, 5 points de gagnés. Le ROR, 2,6 points de gagnés. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour des vaccins qui ne sont pas obligatoires, il y a un effet d'accompagnement. Le méningocoque C est fait après l'âge de 2 ans. Bon, c'est un minime gain, mais quand même 1,4%. Même HPV, donc celui qui est le moins bien suivi en France, on est quand même passé de 16 à près de 20%. C'est encore très très loin du compte. Mais enfin,
c'est une petite avancée. Si on regarde, on peut regarder ça à travers l'achat des vaccins remboursés. Vous voyez que les courbes, mois par mois, des dernières années, montrent pour le méningocoque C un progrès. Et vous pouvez lire en bas que plus de 65 000 doses supplémentaires ont été administrées en 2018 par rapport à 2017. Et même pour HPV, encore une fois, qui n'est pas obligatoire, plus de 40 000 doses supplémentaires administrées, vendues et administrées probablement en 2018 par rapport à 2017. Donc ça sont des signaux encourageants. Les enquêtes d'opinion, même si c'est très fragile, le montrent aussi. Robert Cohen, un pédiatre que vous connaissez peut-être, a fait un travail assez intéressant et en montrant que cette dernière année, il y a un petit gain auprès des mères d'enfants âgés de 0 à 11 mois de confiance. On est repassé de 64,7, ce qui était faible, à 68,4. Il y a encore du travail, mais enfin, la courbe a arrêté de décroître. Et les opinions exprimées vont dans le bon sens, même si elles sont peut-être un tout petit peu imprudentes. Le quotidien du médecin, vous pouvez lire, en décembre dernier, dit « Obligation de vaccination 1 an après le pari déjà gagné ». Je pense que c'est un tout petit peu trop optimiste, mais enfin, c'est une certaine tonalité. La revue du praticien parle d'une dédramatisation en octobre dernier. Et puis finalement, on peut se poser la question, même si ça peut paraître paradoxal et contre-intuitif, que finalement, rendre certaines des vaccinations, celles des jeunes enfants obligatoires, a en soi une valeur pédagogique, même si a priori l'obligation c'est contraire à la pédagogie classique, par le fait que c'est de marquer l'importance de ces vaccinations et sans doute une partie importante de la population hésitante et sensible à cela. Pour finir, j'aurais juste montré que ceci est accompagné, ce n'est pas inintéressant à mon avis, d'une certaine bascule du traitement de l'information sur la vaccination par des médias classiques. Je ne parle pas des sites Internet. Je prends brièvement des exemples pour 3 journaux nationaux, Le Monde, Le Parisien et Libération. Le Monde, je vais vous prendre 5 titres du Monde parus entre 2016 et récemment. Au moment de la concertation citoyenne rend ses résultats, ils font un papier factuel, donc c'est juste, ils disent ce qui a été évoqué, mais quelques jours plus tard, accompagné d'un dessin terrible, vous voyez ce médecin qui utilise cette aiguille pour attaquer ce pauvre papillon, et un article franchement défavorable, hostile aux conclusions, fondé sur une délégitimisation de la concertation citoyenne, donc c'était comme une attaque dure. Autre attaque, en octobre 2017, dans un supplément du Monde d'un samedi, vous voyez ce dessin, photomontage à nouveau assez terrible à mon avis, où cette jeune fille reçoit une espèce de produit avec un serpent venimeux, pour le moins pas sympathique, dans un contexte, vous pouvez lire dans l'encadré rouge en haut du papier, c'est un papier qui fait 3 pages, hein, c'est pas un petit papier, vaccin, virgule, scandale sanitaire, virgule, désinformation, la défiance des Français envers le corps médical et l'industrie pharmaceutique s'accroît. Et vous voyez que les vaccins sont mis dans le même sac que les scandales sanitaires. C'est une présentation pour le moins problématique de la vaccination. Par contre, en même temps, sur le site que vous connaissez sans doute des décodeurs du monde, un travail magnifique est effectué, où question par question, les journalistes qui ont fait ce travail ont mis en avant ce qui était les fake news, justement, et la réalité autour de la vaccination. Et en même temps, finalement, le monde évolue, puisque le 30 décembre 2017, dans un éditorial, le Monde dit l'obligation sanitaire de bon sens. Vous voyez les positions qui vont plutôt dans le bon sens, à mon avis. Le Parisien, pareil, en décembre 2016, commence par un papier, enfin commence, si je prends le temps, je vais commencer le temps en 2016, un papier informatif, mais par exemple, en septembre 2017, fait tout un papier autour des dangers de l'alumine dans les vaccins, extrêmement évocateur d'inquiétude. Je pense que les lecteurs non informés qui lisent ce papier ont le droit de se poser des questions sur la vaccination. C'est vraiment la recherche du scoop. Et puis plus tard, répondent à des questions, expliquent et finalement soutiennent à travers ce papier, par exemple, de janvier 2018, où le témoignage « Je sais qu'un défaut de vaccin peut tuer ». Libération, ce n'est pas inintéressant, vous connaissez peut-être le journaliste Éric Favreau, qui est spécialiste de la santé. Vous allez voir l'évolution de sa pensée aussi. En 2016, il écrit « La vaccination, le rendez-vous manqué de la concertation ». Lui aussi pense que c'est pas une concertation, que les choses ne sont pas sérieuses. En juillet 2017, il écrit un papier « Les vaccins pas immunisés contre la défiance ». Donc la situation n'est pas très bonne. En août 2017, vaccin obligatoire, le risque de la confusion. Donc c'est bien le danger de rendre les vaccins obligatoires pour les jeunes enfants. En novembre 2017, un papier sur Romain Guérardi, donc celui qui pense que l'alumine dans les vaccins est dangereux, ou qui est nuancé, mais enfin qui ne lui est pas franchement défavorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, très récemment, le 17 décembre dernier, Éric Favreau dit « l'obligation, ça marche ». Donc il y a vraiment une tonalité, je pense, et on pourrait en prendre d'autres exemples, les médias ont accompagné un mouvement général très porté par des médecins et évidemment par le pouvoir politique en faveur de la vaccination.
Donc ma conclusion, ce serait de vous dire que la vaccination, c'est carrément une étude de cas sociétale qui pourrait s'appliquer à d'autres domaines, à mon avis assez instructif sur l'état de notre société, mais dans une situation ici plus favorable, avec une réelle prise de conscience collective, des décisions politiques assumées, on l'a vu de la ministre, des avancées, c'est clair, mais aussi une grande fragilité de la situation, beaucoup d'incertitudes, il ne faut pas crier victoire, et sûrement la nécessité de développer les recherches en sciences sociales pour mieux comprendre ces phénomènes d'hésitation et trouver les parades, enfin, aussi une recherche pratique. Néanmoins, à mon avis, il y a des décisions attendues, cela dit, c'est en train de frémir, concernant la vaccination HPV, promouvoir cette vaccination, vacciner les garçons, qui paraît une évidence, mais ce n'est pas en place aujourd'hui en France. Plus difficile encore, remettre en place la vaccination à l'école, en faisant venir des infirmiers, par exemple. Là, il y a une énorme résistance de l'éducation nationale. J'espère qu'elle pourra être vaincue. Et puis, vacciner les professionnels de santé. Comme vous savez, on est loin du compte. Et ceci est un problème parce que la notion d'exemplarité me paraît fondamentale. Enfin, un regret, c'est que dans les recommandations qui avaient été faites, était la prise en charge complète par la sécurité sociale de l'ensemble des vaccins. Ça coûterait environ 150 millions par an, ce qui n'est pas négligeable, mais pas non plus une somme gigantesque. Et les pouvoirs publics l'ont, à ce jour, refusé. Mon tout dernier point, c'est qu'en attendant, la recherche se poursuit et des nouveaux vaccins vont arriver. Et je pense qu'on n'est pas très loin, si on se fie à ce qui a été publié récemment, d'avoir par exemple un vaccin contre la tuberculose nettement plus efficace que le BCG. Donc il ne faut pas oublier ces progrès à venir. Avec tout cela, je vous remercie.